Mesdames et messieurs, bonjour. On va commencer donc la conférence de cet après-midi dont le thème est « Banques et services financiers en Afrique vers plus de croissance et de compétitivité ». Je pense que depuis hier, vous avez été longuement entretenu sur les opportunités existantes sur nos continents. Aujourd'hui, on va traiter d'un point qui est assez important, c'est celui du financement des projets et de voir comment les banques et tout le système financier présent en Afrique ou intéressé par l'Afrique peut aider donc à accélérer le processus de croissance de nos différents pays. Autour de moi, 4 grands financiers, banquiers africains dans des secteurs spécifiques. Chacun dans son domaine vous expliquera comment on peut faire évoluer la situation en Afrique et permettre donc d'accélérer le processus de développement de notre continent. À côté de moi, M. Gabriel Fall, qui est président de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA. M. Fall, dans une vie antérieure, a été banquier au sein de la Chase, également à Citibank, et aujourd'hui, il est président d'une bourse. Il nous expliquera donc comment la Bourse régionale des valeurs mobilières de cette zone permet donc de leverager le développement dans cette zone et comment l'exemple de cette bourse peut être répliqué au niveau régional. À côté de lui, M. Arnaud Liguet-Loboué, qui est de la banque privée Edmond de Rothschild, qui vous expliquera l'intérêt de ces banques qu'on dit très secrètes pour l'Afrique et vous expliquera aussi l'expérience de la banque Edmond de Rothschild dans l'assistance au développement et au financement des projets en Afrique. Monsieur Deromo, dont le nom est lié à la BOA, Bank of Africa. Monsieur Deromo a cédé cette banque à une autre grande banque qui est les Marocaines. Il vous expliquera également quel fut l'intérêt pour lui de créer ce groupe bancaire africain et pourquoi il a souhaité le céder à un autre groupe bancaire. Enfin, un autre banquier, un autre banquier privé, Monsieur Jules Vernet, j'allais oublier votre nom, Monsieur Juvet, voilà, Monsieur Juvet, de la banque Bordier et compagnie. Monsieur Juvet vous expliquera également l'intérêt des banques privées, mais insistera beaucoup plus sur les activités d'un fonds suisse qui est la CIFEM. Donc, cela étant dit, je vais passer la parole à M. Gabriel Fall. Monsieur Fall, expliquez-nous quelle est la part que peut jouer une bourse dans le développement africain et dans le financement des projets. Voilà. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. J'avais demandé qu'on vous distribue quelques tableaux comparatifs qui permettent en fait de situer les tailles, puisque très souvent on reproche aux marchés africains d'être étroits. Et je voulais je voulais que vous sachiez qu'est-ce que ça veut dire exactement un marché étroit comparé donc au marché européen. Donc sur le premier slide, vous avez les plus grandes bourses du monde. Vous voyez que le New York Stock Exchange représente à peu près 14 000 milliards de dollars donc, de capitalisation, comparé à Euronext qui ne représente que 2800. C'est-à-dire que donc, la bourse de New York serait 7 fois plus importante qu'Euronext. Au niveau donc, des pays émergents, vous avez la Chine qui est à 3 000 milliards et vous avez aussi l'Inde qui est à 1 200 milliards. Alors, on ne va pas commenter les slides de performance des indices. On va aller juste au classement donc, des bourses africaines. Vous voyez qu'en termes d'indices, la première, c'est le Malawi, suivi du Ghana. Bon, ce sont des performances qui sont liées souvent à une assiette comparative qui était basse au départ, puisque vous voyez que les plus grandes bourses africaines comme la Tunisie et le Maroc sont plutôt en bas de classement parce qu'elles ont forcément une assiette plus importante.
En termes de volume de transactions, c'est l'Afrique du Sud qui est en tête. Hein. La BRVM se situe à la 10e place et le Maroc se situe à la 4e place, ce qui est assez important quand même en matière donc, de volume de transactions. Et en dernière page, vous avez la slide donc, qui reprend donc, les capitalisations boursières. Donc vous avez la première bourse africaine qui est donc l'Afrique du Sud avec 345 milliards de dollars donc, de capitalisation. Le Maroc se situe à 49 milliards de dollars de capitalisation et une bourse comme la BRVM se situe à peu près à 10 milliards de dollars de capitalisation. Donc lorsqu'on parle de bourse, lorsqu'on parle de taille, on parle bien entendu de taille très importante. Mais je peux vous dire tout de même qu'avec une capitalisation de l'ordre de 10, 20, 30 milliards de dollars, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire et il y a une contribution qui peut se faire donc, au financement de l'économie qui est importante, puisque ces capitalisations prennent la part action, mais il y a notamment dans notre région UMOA une activité obligataire qui est très importante. Les États, les entreprises ont plus souvent recours au marché obligataire qu'au marché action. Donc tout ça pour dire que malgré la taille comparative, il y a quand même beaucoup à attendre donc, des marchés financiers et des bourses en Afrique. Monsieur Fall, au-delà des chiffres et du positionnement que vous venez d'expliquer, est-ce que la bourse en Afrique, notamment au sud du Sahara, n'est pas trop rustique? Est-ce qu'il ne faut pas mettre plus il ne faut pas proposer au marché, aux investisseurs, aux émetteurs, plus de produits ou inciter plus d'interventions sur la bourse? Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, ça marche pas. Oui, ça fait partie donc de notre travail de diversifier l'offre comme de stimuler la demande. À l'heure actuelle, vous avez quasiment au niveau de notre bourse des fonds communs de placement et des SICAV qui se mettent en place pratiquement chaque mois. Il y a un nouveau comportement PME qui est en train aussi d'être mis en place. Tout ça, c'est pour dire qu'en fin de compte, une bourse se construit, je dirais, au rythme de l'économie. Il n'y a pas de raison de faire une bourse qui serait surdimensionnée par rapport à l'économie dans laquelle elle opère. Et il y a aussi un niveau d'acceptation, je dirais, de certaines caractéristiques. Aujourd'hui, par exemple, dans notre bourse, il n'est pas tout à fait envisageable de mettre des produits dérivés avec des capacités de variation, des fluctuations qui sont trop importantes parce que ça aurait comme effet je dirais, de ne pas être compris par les investisseurs que l'on cherche à... Mais cela dit, ce sont quand même des bourses qui reçoivent un certain nombre de fonds internationaux qui s'investissent donc sur cette bourse sur des montants assez importants. Ils représentent, je dirais, pratiquement la moitié des transactions que l'on enregistre chaque année. Et c'est pour vous dire que quand même, un certain nombre d'investisseurs internationaux ont confiance dans notre système, ont confiance dans je dirais, la précision des cotations, dans le système de règlement en livraison, dans le système de conservation des titres, dans le système de régulation. Donc ça, ce sont des signes encourageants. Ça veut dire qu'ils considèrent que nos bourses sont aux normes internationales. Donc aujourd'hui, la bourse en Afrique est une solution pour le financement. C'est votre analyse. On reviendra là-dessus. Je voudrais passer la parole à M. Loboué. Monsieur Loboué, vous qui êtes de la banque Edmond de Rothschild, quel est l'intérêt aujourd'hui de ces banques qu'on trouve trop secrètes en Afrique pour intervenir chez nous? Attendez, je vous donne le micro parce que j'ai comme l'impression que le vôtre ne marche pas. Oui. Donc, il ne faut pas être pressé, monsieur Loboué. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui d'une banque comme la banque Edmond de Rothschild pour l'Afrique
et en quoi donc votre intervention peut permettre de l'innovation et permettre d'offrir des solutions de financement sur nos marchés. Bonjour, merci de nous avoir invités ici et de nous donner cette opportunité d'échanger d'abord. Bref présentation du groupe que je représente. Le groupe Edmond Rothschild, c'est 2600 employés dans le monde, 13 pays, pas encore en Afrique, 108 milliards de francs suisses, à peu près 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour nos clients. Une banque, un groupe qu'on considère comme petit, mais avec un seul actionnaire et très bien géré. Jusqu'à présent, on a traversé les crises et tout. L'intérêt maintenant de notre groupe pour l'Afrique est d'abord opportunistique, je dirais. Tout le monde sait, nous sommes tous d'accord ici, que la prochaine grande frontière, c'est l'Afrique, l'Eldorado, ça disaient certains panélistes hier. Mais surtout, le potentiel de développer et l'importance de développer des produits spécifiques à l'Afrique, tout en utilisant une technicité occidentale. Et c'est là que nous pensons avoir une expertise où on peut faire la différence et apporter un plus au milieu de différents services bancaires et financiers déjà offerts en Afrique. Je prendrai 2-3 exemples. On a déjà, par exemple, à Dakar, une de nos sociétés a été celle qui a mis en place le processus pour financer sur les marchés internationaux la construction de l'autoroute de contournement de Dakar avec la BIX du Sénégal. Plus récemment, nous avons créé en 2011 une société financière qui s'appelle Amétis Finance. Ce sont les deux anciens directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de la Proparco qui se sont associés avec la compagnie Benjamin Rothschild pour faire une société financière et qui investit dans des projets de taille moyenne en Afrique qui ont une activité contributive au développement. Alors ça va de Petro-Ivoire en Côte d'Ivoire, UT Bank au Ghana, Chase Bank au Kenya. Ce sont les plus récentes transactions qui ont été faites. Certaines par entrée dans le capital, d'autres par dette. Mais enfin voilà. Et aujourd'hui, notre objectif, et comme je le disais, on risque de me répéter, d'offrir des solutions adaptées aux réalités africaines. Je prendrai un exemple. Hier, sur l'un des panels, on parlait de microcrédit. Alors, le microcrédit en Europe et dans les grands pays occidentaux n'a pas de raison d'être. Tout le monde est surbancarisé. Vous me disiez vous-même, vous avez pu, la veille d'un voyage, acheter une assurance sur Internet sans jamais voir le courtier ou quoi que ce soit. En Afrique, je ne sais pas si on n'arrive même pas à 20% de taux de bancarisation de la population globale en moyenne. Donc le microcrédit est une solution adaptée. Nous développons des fonds d'investissement et des produits de financement spécifiques qui tendent à coller au plus près aux réalités et aux besoins du continent africain. Voilà. Donc, je comprends que les banques privées, l'intérêt aujourd'hui des banques privées, c'est d'intervenir en Afrique en mettant à la disposition d'acteurs beaucoup plus spécialisés qui connaissent mieux le marché pour l'orienter vers les besoins des populations africaines. Est-ce que c'est votre compréhension? Merci. Je parle d'abord pour la banque privée que je représente uniquement, mais vous avez le monsieur de Mirabeau, je ne pense pas qu'il fasse quelque chose de très différent. Certes, oui, je vais résumer. En fait, il s'agit de mettre à disposition des intervenants économiques africains, que ce soit des clients privés ou des institutionnels, des instruments financiers qui sont choses communes dans les grands pays occidentaux et qui ne sont malheureusement pas offerts, en tout cas pas de façon assez fréquente et encore moins systématique, aux clients en Afrique. Alors que, vu le taux de croissance et le potentiel qu'on reconnaît à notre zone, c'est la meilleure chose à faire dans l'immédiat. Voilà. En préparant cette conférence et en discutant tout à l'heure,
vous avez trouvé qu'un ticket de 100 millions de dollars était un ticket minimum pour l'intervention de votre banque. Je pense qu'après vous, M. Fall, pourrait bien rebondir, ou bien M. Deremo, est-ce que vous pensez que vous êtes adapté au marché? Vous auriez dû être journaliste et pas travailler chez Deloitte & Touch, parce que nous avons mentionné, M. Juvet et moi, 100 millions comme un ticket qui, pour nous, n'était pas quelque chose de minimum, bien loin de là, malheureusement d'ailleurs, mais qui était en revanche quelque chose qui nous assurait un sentiment de confort en termes de taille de transaction. Je vous prends un exemple. Nous avons des clients qui, à eux seuls, ont plus de 100 millions de dollars, ont plus d'1 milliard de dollars. Donc, quand cette personne doit diversifier et devoir investir en Afrique, malheureusement, après la crise de 2008, qui n'a affecté d'ailleurs que les pays occidentaux, quasiment pas l'Afrique, mais nos investisseurs, nos clients sont européens. Donc, ils se disent, est-ce que je vais pouvoir ressortir de ce marché, de cet investissement rapidement? Donc, quand vous avez 100 millions de dollars pour une position, pour un groupe de clients, ou même, allez, 200 millions de dollars, que vous êtes sur un marché qui fait 10 milliards ou 15 milliards, une sortie immédiate représente un gros pourcentage. Ça peut perturber même le cours de l'action ou du titre que vous négociez. Alors à New York, comme disait M. Fall, c'est vrai, 100 millions de dollars, ça s'achète ou ça se vend en 10 minutes. Ça peut prendre quelques jours ou 2 semaines dans certains marchés en Afrique. Mais le souci, en fait, il s'agit de réconcilier la réalité et la sensibilité de l'investisseur par notre bien, notre client, avec la réalité des marchés africains. Bon, je trouve que ce n'est pas un problème, ce n'est pas donc un ticket minimum, mais il est vrai que pouvoir faire ça faciliterait beaucoup les flux entrants et sortants des marchés. Maintenant, pour revenir sur ce que M. Fall a dit très justement, il ne sert à rien d'avoir une... D'abord, c'est même pas possible d'avoir un marché boursier, bourse régionale des valeurs d'Afrique de l'Ouest de 30 milliards ou de 50 milliards si la taille de l'économie n'y est pas. C'est impossible. En revanche, quand on regarde la performance des titres listés sur ce marché et le rendement du dividende, croyez-moi, ça laisse rêveur et vous allez constater que de plus en plus d'investisseurs occidentaux, des grands pays du G8, viendront sur ces marchés. Et là, il y aura une taille, une croissance, mais ça, c'est lié à la réalité et à l'appétit. Monsieur Deremo, j'aimerais bien avoir votre avis sur la capacité pour l'Afrique de pouvoir proposer des projets suffisamment sizable, de bonne taille pour attirer les grands investisseurs internationaux. Mais avant de répondre à cela, vous qui avez créé la Bank of Africa, est-ce que vous pouvez nous indiquer qu'est-ce qui vous a motivé à créer une banque comme ça en Afrique? Et pourquoi, à un moment où la banque se portait aussi bien, pourquoi vous avez souhaité la transférer? Non, il faudra attendre que je finisse. Pourquoi vous avez souhaité la transférer à BMCE? Et aujourd'hui, quelle est votre vision de la banque commerciale en Afrique? Merci bien. Merci d'abord à Amadeus pour cette invitation. C'est toujours agréable de parler du développement de l'Afrique quand on s'y intéresse de près. Et les thèmes qui ont été traités pendant ce séminaire sont en plein dans ce sujet. C'est aussi agréable de le faire au Maroc, qui est un pays qui a une vision, une stratégie et qui essaye d'apporter sa contribution au développement de l'Afrique. Je voudrais profiter de cette question, bien que je n'étais pas venu ici pour faire la publicité pour la Bank of Africa, pour corriger d'abord ce que vous dites avec insistance, le fait que la Bank of Africa, j'ai cédé en plus la Bank of Africa à une autre banque. D'abord, je n'en étais pas propriétaire, donc je ne pouvais pas la céder. Et ensuite, ce n'est pas du tout comme ça que l'histoire s'est passée, mais si vous me laissez une minute, en évoquant les différentes étapes, on
on retrouvera comment les choses se sont déroulées. La Bank of Africa est née en 1982 au Mali avec la création d'une première banque. Et en parlant de la Bank of Africa, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir comment l'évolution de ce réseau transcrit et illustre l'évolution du système bancaire en Afrique. En fait, la Bank of Africa, la BOA comme on l'appelle, est née en plein milieu de la crise systémique, je crois que c'était bien le mot, qui frappait à ce moment-là toutes les banques, tous les systèmes bancaires des pays d'Afrique francophone, avec beaucoup de banques publiques qui tombaient en faillite et avec des banques privées étrangères qui étaient obligées d'être recapitalisées et qui ont subi beaucoup de difficultés à ce moment-là, difficultés qui les ont amenées d'ailleurs, pour l'essentiel, soit à se replier progressivement de l'Afrique, soit à arrêter leur expansion. Dans tous les cas, ce risque systémique, cette catastrophe bancaire, a fait que le système bancaire qui était dominé par ces banques publiques nationales et par ces banques privées étrangères a commencé à être transformé avec l'apparition des premières banques privées et des banques privées africaines. Et on retrouve là quelques-unes des caractéristiques du système bancaire africain d'aujourd'hui. C'est que c'est un système qui est en bonne partie nouveau. Beaucoup de banques n'existaient pas, je parle de l'Afrique subsaharienne, beaucoup de banques n'existaient pas il y a 30 ans. Deuxièmement, c'est un système qui est majoritairement privé. Si vous prenez dans le rapport de la commission bancaire de l'UMOA qui regroupe les 8 pays d'Afrique de l'Ouest en 2012, il y a 11 des principaux groupes qui sont des groupes privés. Et c'est un groupe qui est majoritairement africain. Il y a 10 des principaux groupes qui sont africains, les 2 autres étant constitués de la BNP et de la Générale. Ces banques ont commencé rapidement à vouloir fonctionner en termes de réseau. Et c'est une des grandes caractéristiques. Notre deuxième banque est née en 1989 au Bénin. Et en même temps que nous naissions, naissait en même temps un autre groupe bancaire important africain qui était Ecobank et qui est toujours Ecobank. Et ceux qui sont venus un petit peu après, puisque nous étions les pionniers, ont continué à travailler en réseau qui travaillait dans des espaces régionaux uniformes. L'UMOA, par exemple, ou bien l'Est Africa Community pour les pays d'Afrique anglophone. À partir de 2005, il y a eu une transformation très importante qui a été l'arrêt de cette compartimentalisation de l'Afrique, qui a été due à 2 principales choses. D'abord, la Banque centrale du Nigeria qui a augmenté très fortement le capital minimum de ces banques, ce qui a obligé les banques qui ont survécu à cette transformation à faire une expansion à l'extérieur de leur pays. De l'autre côté, du côté du Maroc, les principales banques marocaines qui étaient maintenant en croissance modeste sur leur pays ont cherché à trouver une occasion d'expansion géographique à l'extérieur et se sont tout naturellement tournés vers l'Afrique de l'Ouest. Cet arrêt de compartimentalisation a fait que les banques nigérianes sont venues en Afrique de l'Ouest, a fait que des banques d'Afrique de l'Ouest sont allées en Afrique centrale. Elle a fait aussi que pour la première fois, des banques africaines sont devenues ce que j'appelle panafricaines, c'est-à-dire qu'elles se sont installées à la fois en zone francophone et en zone anglophone. C'est ce que nous avons fait en 2004 en allant au Kenya, c'est ce que le Ecobank a fait 1 an après. Et il y a eu un renforcement de la concurrence et l'apparition d'acteurs de plus en plus importants dans le paysage bancaire africain. C'est à peu près à ce moment-là que s'est passée une dernière étape de notre groupe, qui s'est déroulée vers 2007. C'était que pour réaliser notre croissance,
nous avons cherché à nous allier avec un groupe bancaire plus important, avec lequel on pouvait poursuivre les mêmes stratégies d'expansion géographique, d'élargissement de nos moyens d'action et de nos produits proposés à la clientèle, et de vision vis-à-vis de l'économie des pays de notre implantation. On a fait une espèce d'appel d'offres, et c'est la BMCE qui a gagné cet appel d'offres pour réaliser une augmentation de capital. Et donc, il n'y a pas eu de vente, mais il y a eu une augmentation de nos moyens qui a permis à la BMCE, progressivement, et selon les accords que nous avions passés, de devenir l'actionnaire principal de Bank of Africa, que j'ai continué à diriger jusqu'à fin 2010, et de poursuivre la même approche stratégique que celle que nous avions développée pendant 25 ans, c'est-à-dire une approche à la fois de création d'un groupe solide, capable de réaliser beaucoup de types d'opérations, aussi bien vers les particuliers que vers les entreprises, mais aussi de groupes proches du public, avec une forte implantation nationale. En 2010, quand j'ai quitté le groupe, ce groupe qui avait commencé en 1982 était présent dans 14 pays d'Afrique, plus en France, et avec une implantation à chaque fois qui était importante et ouverte vers tous les types de publics. Voilà la réponse à la première question. Pour répondre très vite à la seconde, je crois qu'il y a besoin en Afrique de tous les types d'acteurs. Monsieur, mon voisin, disait qu'avec 100 milliards d'euros, si j'ai bien compris, c'est un petit acteur en Europe. Nous avons un groupe Bank of Africa qui a un total d'environ 5 milliards d'euros. Nous sommes un grand acteur en Afrique. La plus grande banque africaine, qui est Stanbic en Afrique du Sud, a un total de bilan qui doit tourner autour de 200 milliards de dollars, c'est-à-dire pas beaucoup plus qu'un petit acteur européen. Et c'est quand même un géant, pour l'instant, inabordable du point de vue du système bancaire africain, mais je crois que tout le monde contribue à l'évolution de l'Afrique. Et le système bancaire est sans doute l'un des symboles de la croissance africaine et sans doute aussi un des indicateurs d'avant-garde de ce qui peut être fait, de ce qui est en chantier et de ce qui doit encore être réalisé. Je me permets de revenir en vous disant, et c'est peut-être l'intérêt aussi d'avoir écouté les banques privées. Aujourd'hui, on veut financer un barrage hydroélectrique dans n'importe quelle région d'Afrique. On ne trouve pas de financement locaux pour le faire. Est-ce qu'on est obligé, chaque fois qu'on veut faire un barrage hydroélectrique en Côte d'Ivoire, d'aller chercher des fonds chinois, alors qu'on a des banques régionales qui recensent la totalité de l'épargne qui est collectée? Donc, est-ce que les banques doivent se transformer dans le sens de répondre aux grands projets africains? C'est là aussi la question du développement. Parce que quand on fait financer un projet par une banque internationale, le coût du projet n'est pas le même que s'il est financé sur des fonds qui sont collectés localement à des coûts beaucoup plus compétitifs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la transformation de la banque, d'ailleurs, est-ce que c'est un élément qui vous a motivé? Parce que vous avez, et c'est la question clé, est-ce que nos banques ne sont pas sous-capitalisées pour financer la croissance de l'Afrique? Ma réponse ira dans le même sens que celle de mon ami Gabriel Fall, sans doute parce qu'on est tous les deux sur le terrain et qu'on perçoit la réalité de la même manière. Je crois que les choses sont évolutives en permanence. Quand nous avons commencé parce que nous étions seuls et plus petits, nous ne travaillons à l'imparfait, donc que sur soit des particuliers, soit des petites entreprises. Au fur et à mesure que le groupe a grandi, et avec notre approche en réseau, nous avons pris des tickets de plus en plus importants. Je me souviens que la première opération importante que nous avons faite était un crédit consortial de 10 milliards de francs CFA, à peu près 50 millions de dollars, qui avait été fait à l'énergie du Mali, à Bamako, avec
l'intervention de toutes les Bank of Africa. On a fait ensuite des crédits qui ont été 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grands, en consortialisant encore d'autres crédits et en associant d'autres banques du groupe. La dernière opération que nous avions faite, et nous avons faite très récemment, était le chef de l'intervention en tant que chef de file d'un crédit de 100 milliards de francs CFA pour l'État de Côte d'Ivoire qui a été levé et pour lequel on était principal leader et sur lequel sont intervenus à la fois des banques régionales et des banques étrangères. Je crois que les choses vont prendre le temps nécessaire, mais elles ont déjà évolué de manière permanente. Et l'exemple que vous donnez doit être pris plutôt, je pense, à l'inverse. S'il y a des projets comme ça, les banques africaines d'Afrique subsaharienne ont la volonté et la possibilité d'être associées à des projets de ce type. Ils ne peuvent pas, bien sûr, en être les seuls bailleurs de fonds, mais ils peuvent y être inclus. C'est aux États de demander à leurs partenaires banquiers internationaux, aux institutions bilatérales ou multilatérales qui financent également, d'essayer d'associer les banques locales à certains investissements de ce type. Et c'est comme ça qu'il y aura à la fois une augmentation de l'expérience et une prise de ticket qui pourra être de plus en plus importante. En sachant toutefois que certains financements internationaux sont d'un accès difficile à des banques régionales, mais on peut parfaitement mixer le financement de barrages, pour reprendre l'exemple que vous faites, et obtenir cette participation. Ok, merci bien, Monsieur Deromont. Monsieur Fall, on reviendra vers vous, parce que pour parler de la réglementation, il y a plusieurs sujets pour lesquels l'État et les régulateurs sont appelés à la rescousse. Donc on reviendra vers vous, rassurez-vous, juste après M. Juvet. M. Juvet, est-ce que l'Afrique est intéressante pour les capitaux internationaux? Effectivement, donc je pense que mes voisins ont déjà répondu en partie à cette question, mais dit simplement, c'est vrai que grâce à la crise financière du monde occidental, beaucoup de capitaux, beaucoup d'épargne occidentale a été à la recherche de placements beaucoup plus rémunérateurs, plus intéressants que ceux qu'on pouvait trouver en Europe, aux États-Unis en pleine crise. Et on a vu apparaître, en tout cas parmi nos clients, et probablement la même chose chez mon voisin d'en face, géographiquement, localement, comme on dit, notre client a se posé des questions sur les marchés africains dès 2009-2010, en se disant, voilà, c'est le prochain continent, les choses se sont bien établies, il n'y a plus de problème d'endettement public, contrairement à l'Europe, il n'y a plus de problème d'inflation, il n'y a pas de problème de déficit budgétaire, donc le scénario est exactement inverse de ce qu'on trouvait dans les pays occidentaux. Donc on a vu beaucoup de clients s'intéresser à ça, et donc beaucoup de capitaux sont venus se placer sur les marchés financiers, même si les tailles sont toujours petites. Ceci dit, il y a de l'espoir, puisque je me rappelle très bien dans les années 80, en Asie, la capitalisation boursière de la Thaïlande était aussi de 80 à 100 milliards, et pourtant, on avait des clients à Genève qui voulaient acheter des titres thaïlandais. Donc, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas attirer des capitaux, mais il y a des effets de liquidité dont on a parlé qui peuvent freiner un peu le développement. Ceci dit, d'ailleurs, sur ce point-là, je pense que c'est un moment clé pour les marchés africains, puisqu'on a vu beaucoup de capitaux venir s'investir dans les bourses africaines parce qu'il n'y avait pas, disons, de choses intéressantes à faire en Occident, et parce qu'on avait des politiques monétaires occidentales qui étaient très laxistes, qui pratiquaient des taux d'intérêt très bas et qui poussent les gens à aller chercher des rendements de plus en plus loin. Or, je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. L'Amérique va progressivement, est déjà en train de changer sa politique monétaire, donc de raréfier le crédit, ce qui, par conséquent, va provoquer une petite tentation de repli, en tout cas sur ces marchés dits périphériques, parce que quand les taux d'intérêt montent aux États-Unis, en prenant moins de risques, on gagne un peu plus d'argent en mettant dans des bons du Trésor du gouvernement américain ou dans des obligations d'entreprises américaines. Donc le mouvement de flux de capitaux qui a été très positif jusqu'à maintenant
va certainement avoir un petit reflux. Ce n'est pas catastrophique parce qu'on a toujours vu dans tous les développements économiques qu'il y a des mouvements de va-et-vient dans ces mouvements de capitaux. Simplement, il faut en être conscient qu'il y aura certainement une phase de sortie de capitaux un peu difficile à gérer. Puis ensuite, le développement économique développera les bourses régionales et voilà, l'enchaînement se fera naturellement. Mais c'est vrai que je pense que sur le crédit en Afrique, pourquoi il y a peut-être des difficultés à avoir du crédit? Il faut toujours se rappeler, pour donner l'exemple des barrages, toujours se rappeler qu'une banque, c'est un actif et un passif. Au passif, essentiellement, il y a des fonds propres. Donc votre question était de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas monter les fonds propres des banques pour qu'elles prêtent plus? Oui. Alors ça peut se faire soit par des augmentations de capital en bourse, soit auprès d'investisseurs privés indirectement. Puis il y a aussi au-dessus des actions, des fonds propres, il y a toute la dette. Alors la dette, c'est soit des dépôts d'épargne faits par les citoyens locaux, et pour que les banques africaines puissent prêter, il faut aussi qu'il y ait plus d'épargnants qui viennent déposer de l'argent dans ces banques. Donc c'est un jeu comme ça qui tourne en rond, mais plus il y aura de citoyens qui déposent de l'argent dans les banques, plus les banques auront de l'argent en dépôt, plus elles pourront le prêter. Puis après, finalement, il y a encore toute la dette obligataire qu'une banque peut émettre, et ça c'est un marché très important qu'il faut absolument développer en Afrique. Je pense que c'est un des marchés les plus importants qui va permettre au bilan des banques ou d'autres entreprises de grossir pour ensuite aller se réinvestir ailleurs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'un barrage, c'est quand même des sommes assez colossales et qu'une banque normale, disons, a de la peine à financer un projet pareil. D'où la réponse d'un consortium de banques à différentes tailles pour participer à cet élément-là. Et puis peut-être, vous alliez me poser la question, donc je réponds tout de suite. Il y a encore un autre moyen de financer le crédit ou l'activité en Afrique, et c'est ce que je représente aussi, qui est donc ce fonds qui a été créé par le gouvernement suisse, qui s'appelle CIFEM, qui est donc des fonds d'argent public qui appartient au gouvernement suisse. La Suisse s'est dit il y a 4-5 ans, il faut qu'on aide le développement de petites et moyennes entreprises dans les pays les moins avancés, parce que ce sont ces entreprises qui n'ont pas accès au crédit, donc il faut qu'on leur apporte un soutien. Mais ce soutien ne doit pas être effectué sous forme de dons, on doit le faire dans un esprit de secteur privé et pour gagner de l'argent. Donc la Suisse a mis en place ce fonds, comme la France en a un, les Pays-Bas en ont aussi un. Il s'agit de prendre cet argent et d'aller l'investir dans ce qu'on fait principalement des fonds de private equity qui, eux, vont aller souscrire à des augmentations de capital de petites PME dans les pays les moins avancés, globalement pour la Suisse, avec des critères très spécifiques de développement durable, environnemental, social, et puis de création d'emplois. La création d'emplois, pour nous, est un facteur très important dans ce fonds. C'est de se dire, est-ce qu'en investissant dans ces fonds de private equity, est-ce qu'à la fin, derrière, il y a une entreprise qui crée des emplois? Et jusqu'à présent, oui, c'est positif. On se rend compte que ce financement-là permet à des entreprises de créer des emplois. Et quand l'emploi progresse, évidemment, toute la société progresse de pair et la croissance économique va avec. Donc c'est un outil complémentaire, et j'en suis profondément convaincu. Le private equity est un outil nécessaire, extrêmement intéressant, parce qu'alors lui, il est peu dépendant des mouvements de capitaux. Une fois que l'argent est placé dans un fonds de private equity, il ne ressort pas avant 10 ans en général. Donc il peut être utilisé régulièrement chaque année pour financer de nouveaux projets. Donc merci bien, M. Juvet. Donc la problématique du financement long peut se résoudre, soit à travers l'attractivité de l'Afrique par rapport aux grands capitaux, au mouvement des capitaux internationaux, ou à travers du private equity. Monsieur Fall, l'État, les régulateurs, les bourses, comment tout ce monde peut arriver à centraliser tout le besoin de capitaux? Si vous voulez, comment on peut arriver à regrouper tous ces projets à travers le marché financier pour permettre donc à ces gros acteurs qui ont des montants élevés et qui circulent dans le monde de pouvoir venir vers l'Afrique? Donc, y a-t-il des effets, des changements à apporter sur la réglementation? Les bourses, vous devriez proposer des produits beaucoup plus innovants. Qu'est-ce qu'il y a à faire du côté de l'État et des institutionnels? Très bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la palette, je dirais, des instruments financiers disponibles en Afrique n'est ni complètement mature, ni complètement diversifiée. Je prends par exemple combien de pays africains ont aujourd'hui
une réglementation, une législation sur les BOT. Il y en a très peu, en fait, finalement, et ces pays qui l'ont, certains l'ont essayé, notamment Arnaud parlait donc de l'autoroute à péage de contournement de Dakar, qui est financée en partie donc grâce à ce PPP. Donc les gouvernements prennent conscience qu'il faut faire évoluer, je dirais, la législation financière et la réglementation financière pour pouvoir élargir la palette et permettre de pouvoir financer, comme disait mon ami Paul de Remaux, des projets de plus en plus importants. De même, en matière, je dirais, de capacité et de maturité, il y a, par exemple, un problème de capitalisation. On est passé en zone UEMOA de 1,5 milliard de francs CFA de, je dirais, capital minimum pour les banques à 10, mais demain, ça sera 20, ça sera 50, ça sera 100. Donc, je dirais, ça va permettre, si vous voulez, aux acteurs donc des marchés financiers d'arriver à pouvoir proposer donc des tickets de plus en plus importants. Je vois, par exemple, en matière obligataire aujourd'hui, en zone UEMOA, on a des demandeurs pour je dirais, des emprunts obligataires qui peuvent dépasser les 400 millions de dollars. Aujourd'hui, on a du mal, opération par opération, d'arriver à ce montant. Donc, il faut qu'on internationalise, si vous voulez, notre demande en matière obligataire pour pouvoir arriver aux montants qui commencent à être demandés par certains acteurs. Vous parlez de barrages, on parle d'aéroports, on parle donc de grosses infrastructures qui, effectivement, ont besoin d'avoir un financement en partie local. Je vous donne comme exemple, par exemple, l'aide publique au développement. En 2001, représentait au niveau, si vous voulez, de l'Afrique subsaharienne, à peu près 40% donc, des financements pour donc, les infrastructures. Aujourd'hui, elle ne représente que 28%. La différence étant comblée en partie par la mobilisation de l'épargne locale à travers donc des instruments financiers que sont les actions, les obligations, les participations donc à différents instruments financiers. Donc on a une palette financière qui est en train d'évoluer, qui évolue relativement vite, mais qui n'est pas encore complète. Je veux dire, pour arriver à une palette financière complète, il faut aller dans des pays très développés, qui ont développé, je dirais, leurs instruments financiers depuis voire quelques centaines d'années. Donc c'est vraiment, il faut l'analyser d'un point de vue évolutif. Je ne m'empêcherai pas de poser cette question sur l'activité des bourses. Et je pense que les États africains, notamment au sud du Sahara, utilisent la dette obligataire à un mauvais escient. Ils lèvent beaucoup d'argent sur la BRVM notamment, mais pour régler de la dette courante. Non, il ne faut pas le prendre comme ça. Les États avaient, de par les traités communs, droit à un découvert statutaire au niveau de la Banque centrale. Donc ça veut dire que chaque État qui avait besoin pour son fonctionnement d'avoir donc de la trésorerie faisait donc une opération de découvert avec la Banque centrale. Bon. Ces découverts statutaires ont été supprimés, avec comme instruction aux États, on préférerait que vous leviez des fonds sur les marchés plutôt que vous financiez donc vos déficits budgétaires et autres à travers donc le découvert statutaire. Donc les États viennent sur le marché pour deux raisons. La première, c'est effectivement le fonctionnement de l'État, et en général, elles émettent des bons. Et aussi, pour le financement des infrastructures, elles émettent des obligations. Maintenant, les ministres des Finances ont besoin de ce qu'on appelle profiler leur dette. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir une dette qui soit plus sur le long terme que sur le court terme. Donc, effectivement, certaines émissions obligataires servent partiellement, si vous voulez, à cet effet. Ce qui est bien dommage. On va passer la parole à la salle. Je ne sais pas où se trouvent les micros pour prendre des questions.
Il y a un micro par ici, je ne sais pas si c'est... Qui souhaite poser une question? Je vous enverrai le micro. Ah, il y a un micro qui arrive là, oui, pas derrière. Il y a une question là-bas dans le fond de la salle. Thank you. My name is Ibukun Awoshika. I'm from Nigeria, and I sit on the board of the largest bank in my country, which is First Bank of Nigeria, and I chair the board of an investment bank for the group. So I do understand a lot of what we're talking about. But what I'd like to contribute, which I think can take us to another part of the discussion, is the fact that I think the Nigerian story can be an interesting way to look at things, because just by the regulator making policy changes that affected the size of the Nigerian banks, when you think at a point, maybe just up to about 2006 or so, we had about 87 banks, but they were all tiny, small banks that had no capacity and no size. And just by changing the size of the required capital for the banks totally shrunk. There was a lot of mergers and acquisitions and all of that to, I think what we effectively have in Nigeria now is about 16 or 17 banks. And of those, there have been very strong banks that have emerged, and which is why you've seen the Nigerian banks move out into other parts of Africa to play. But more important is the fact that their capacity has deepened. And because of their strengthened capacity, a lot of projects and services and transactions within the Nigerian market and in the region are financed by Nigerian financial banks. And the pricing has also changed dramatically because of the competitiveness of the market and the size of the capital that they have to play with. Now, that's also helped to strengthen the Nigerian stock market, because there are a lot of international players who come in and out of the market. And by also introducing the Nigerian Pension Fund, which created a pool of massive funds which can support the stock market, that has created a different dimension to our market. Now, we've got another level to go to. Naturally, Nigeria is an enterprising country because there's an abundance of entrepreneurial energy. But there's still the traditional African sense of, it's my business, I'm chairman, co-founder, and all of that. And people not having transited to the stage where we have enough companies willing to participate in the market in a way to deepen the size of the market as well. And also because we still have a population that is not maybe as savvy where the stock market is concerned as they should be. And so if they go in the market and they get burnt like they did a few years ago, people naturally just run back. And that kills the retail part of the stock market playing. So those are part of the things that, I mean, there are a lot of countries in the region are small. So on their own, the size of the market isn't there. Maybe Nigeria is luckier because of the size of the country, but also part of what is helping us right now is the fact that we have such a major infrastructure deficit anyway, and most African countries are in that situation. And as government then privatizes those segments, new areas that need capital emerge. And the requirement of capital by those sectors push the banks to get active. And it creates a lot of collaboration between local and international banks and funding, such that there are companies in Nigeria as are today who can demand for fund support from Nigerian banks, dollar loans at as low as 4%. And the banks who ordinarily will not even consider a 9-10% loan, dollar rated loan, can take part in that and still consider the overall income flow and consider it to be profitable. So what I'm saying is a function of private sector and government policy. It's a function of active involvement of the regulators, making drastic changes. They're courageous changes
because it seemed hard on the Nigerian market when it was done. Everybody went crazy. But it's paid us off. And now, as we're unbundling our private sector, all these infrastructure issues, the funding, and then setting up the Nigerian Sovereign Investment Authority, which is our sovereign wealth fund. That's creating, I sit on the board of the sovereign wealth fund, so I understand how that is positioning itself to to deepen the market and also to provide the capital that is required for the market. Okay. I think we're going in the right direction. Thank you very much. Thank you very much. Pour tenir compte de l'intervention de Madame, je pense que l'intervention des régulateurs est importante. Le Nigeria l'a fait, d'autres pays devraient suivre. C'était un peu le cadre de mon intervention. Les capitaux existent en Afrique, les projets également sont en Afrique. Il faut qu'on mette en place l'environnement législatif, réglementaire nécessaire pour que ces deux se rejoignent. Et l'effet qu'a eu au Nigeria cette disposition de remonter ne serait-ce que le capital des banques a été extraordinaire. Et c'est un peu ce que la dame explique. Monsieur Fall, c'est dommage, on n'a pas de banquiers centraux ici, mais il n'y a que Monsieur Fall qui peut parler au nom du régulateur. Monsieur Fall, l'exemple du Nigeria, comment on peut le dupliquer dans l'UEMOA? Je pense vous avoir répondu. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le capital minimum des banques a déjà été levé de 1,5 milliard à 10 milliards de francs CFA et que demain, ça ira à 20, ça ira à 30, ça ira peut-être même à 100. Donc c'est une évolution qui va arriver. Mais dans tous les aspects, il y a des aspects effectivement réglementaires, mais il y a aussi des aspects, je dirais, culturels. Prenons par exemple l'exemple, pourquoi il y a si peu d'introduction en bourse sur l'ensemble du continent africain. Parce que tout simplement les entrepreneurs se voient comme des commerçants ou des industriels, mais ils ne se voient pas comme des investisseurs dans leur propre entreprise. Donc ils ne travaillent pas le côté capital, ils ne se mettent pas dans les meilleures conditions de valorisation et de liquidité de leur propre capital. Et donc c'est pour ça qu'ils ont du mal à penser à une introduction en bourse, parce que, je dirais, cet aspect de leur activité reste encore lointain. Mais de plus en plus, dans mes conversations donc avec les entrepreneurs, ils commencent à comprendre que lorsqu'on est un investisseur, il vaut mieux être un investisseur professionnel qu'un investisseur amateur, et qu'un investisseur professionnel, sa première question, c'est de savoir comment je vais sortir de mon investissement si j'ai besoin de sortir de mon investissement. Et s'il se pose cette question-là, je dirais que la démarche de considérer une introduction en bourse, elle est quasiment ouverte. Donc vous voyez que encore c'est des choses qui sont évolutives. Il y a Monsieur Juvet qui souhaiterait intervenir, mais je voudrais aussi en même temps vous poser la question. Est-ce que vous êtes intéressé de sortir des investissements via la bourse, qui permettra aussi d'animer le marché? Alors, d'abord, je voulais réagir un petit peu sur ce que Madame a dit, parce que je pense que le Nigeria est un exemple vraiment très concret, et je crois que le ton que Madame a utilisé était un reflet très important de ce que le Nigeria veut faire. Et je crois que ce qui est en train de différencier d'autres pays, c'est qu'il y a cette volonté, qu'on entendait vraiment clairement, Madame, dans votre voix, qui est de programmer ce développement financier, ce développement bancaire, avec des objectifs gouvernementaux très, très, très précis, qui sont des envies de devenir le numéro 1 rapidement dans les prochaines années en termes de capitalisation boursière africaine, avec un secteur bancaire à une programmation qui est claire, un développement économique qui est très clair. Donc je crois que, en tout cas, s'il y a cet exemple positif du Nigeria qui est à retenir, c'est qu'il y a cette volonté politique et entrepreneuriale qui est là et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays africains. Maintenant, ceci dit, je pense qu'aussi le Nigeria est un exemple dans le sens de ce qu'il ne fallait pas faire et de ce qu'il fallait faire. Évidemment, comme tout pays qui se développe, il y a des erreurs qui ont été commises et heureusement que vous avez pu les corriger. Et pour moi, l'exemple qui me venait en tête, mais sans insister dessus, c'était la gouvernance qui vient de tout en haut, c'est-à-dire de la Banque centrale qui a amené des incompréhensions à un moment donné de la part des investisseurs étrangers. Ça a changé et c'est essentiel parce qu'il faut que cette gouvernance et cette transparence soient présentes tout en haut au niveau de la Banque centrale,
centrale, descendre dans les banques et ensuite dans les bourses des valeurs et petit à petit auprès des investisseurs privés. Sortir. Oui, donc bon, les fonds de private equity, l'argent est bloqué pour un certain nombre d'années. Et évidemment que l'objectif, et comme je le disais, ou peut-être je ne l'ai pas assez dit, l'objectif est bel et bien de gagner de l'argent. Ici, il ne s'agit pas de faire un don humanitaire, il s'agit de mêler l'envie du secteur privé de gagner de l'argent avec le financement d'un secteur privé qui en a besoin. Donc les objectifs de rentabilité sur investissement de 10 à 12% par année sont là, on les a en tête, elles ont été réalisées et toute sortie, c'est-à-dire la mise en bourse ou la vente en direct, c'est les deux choix possibles, sont évidemment les outils auxquels on pense quand on regarde dans 5 ou 10 ans par rapport aux investissements qu'on a réalisés. Merci. Je voulais réagir également sur l'intervention de Madame parce que elle met en avant quelque chose qui est très important et très intéressant, c'est que l'environnement de l'Afrique francophone est très différent de l'environnement de l'Afrique anglophone. Le comportement des banques centrales est une des modalités par laquelle se voit cette différence. Les banques centrales anglophones, et le Nigeria en est un exemple très fort, agissent de manière beaucoup plus brutale et beaucoup plus rapprochée des institutions qu'elles surveillent qu'en ce qui concerne l'Afrique francophone. La BCAO, pour reprendre l'exemple qui a été donné tout à l'heure, a laissé plusieurs années aux banques de l'UEMOA pour atteindre le niveau de capital qui a été fortement augmenté. La Banque centrale du Nigeria, je ne connais pas exactement le délai, mais avait laissé une durée beaucoup plus courte. La Banque centrale du Ghana a fait la même chose récemment. Elle a porté le niveau de capital à 60 millions de dollars. Donc, ce qui est beaucoup plus important que dans les pays francophones voisins. Donc, comportement différent des banques centrales. Comportement différent également du public. Dans le marché financier francophone, on voit surtout un comportement patrimonial, si je puis dire. Les gens achètent les actions pour les garder à cause de leur rentabilité. Dans l'environnement anglophone, la bourse du Kenya, que je connais un peu, mais je crois aussi dans les autres banques, on le voit dans les statistiques qui ont été données tout à l'heure, montre qu'il y a beaucoup plus de boursicotage, si je puis dire, tous les jours, d'achat, de vente, etc. Donc un comportement très, très différent. Ceci étant, les choses évoluent à des rythmes qui peuvent être variables. Pour reprendre le cas du Nigeria, n'oublions pas quand même que la Banque centrale a dû s'y reprendre à 2 fois pour amener les banques à arriver dans des pratiques plus orthodoxes. Après la première réforme de 2005, il y a eu quand même un certain nombre de banques qui ont eu des comportements anormaux, en utilisant d'ailleurs parfois la bourse. Et il a fallu une deuxième mise en garde des banques centrales avec mise de certaines banques sous tutelle pour qu'on arrive à un système bancaire qui soit plus fort. Mais le Nigeria, qui a été très en expansion pendant les années 2005-2010, a eu ensuite un coup d'arrêt de son expansion géographique et peut-être qu'il va reprendre maintenant avec la volonté que vous manifestez et qui est de toute façon nécessaire. Les choses évoluent d'autant mieux qu'il y a une véritable vision et une véritable stratégie des autorités publiques nationales et c'est ce qui manque malheureusement dans beaucoup de pays. Merci, M. De Romo. On avait M. Ibrahim Meï de Casablanca Finance City qui devait participer à ce panel, mais qui n'a pas pu. J'aimerais bien avoir un témoignage d'entrepreneurs et marocains sur la disponibilité de financement pour les projets. Donc, si jamais des intervenants au Maroc peuvent nous donner l'exemple du Maroc, ce serait le bienvenu pour nous permettre nous permettre d'avancer donc sur le sujet. Sinon, toutes les questions donc sont ouvertes dans la salle. Le micro
Voilà, il y a M. Martin Ziguélé, là, bon, après ce sera vous. Donc, monsieur. Bonjour tout le monde, je suis Ahmed Zhani, je suis économiste à la Banque centrale du Maroc. Donc ma question est adressée à M. Fall. C'est par rapport au paradoxe qui existe parfois entre les ambitions des pays pour développer leur système financier et les besoins économiques des agents économiques du pays. Parfois on trouve que les pays ils essayent de s'aligner aux normes internationales en termes de réglementation, de développement des produits financiers, sans prendre en considération les besoins réels des agents économiques ou du tissu économique constitué essentiellement des petites et moyennes entreprises. Tout à l'heure, vous avez évoqué le problème que les entreprises ne veulent pas être cotées à la bourse. Parfois, ils sont exclus d'avance, compte tenu de la réglementation qui est un peu stricte, du capital minimum qui est trop exigé. Donc, ils se trouvent automatiquement écartés du circuit financier. Donc, la question, est-ce que les États africains doivent prendre en considération dans le développement de leur stratégie de développement du système financier les besoins financiers de leurs agents économiques? Et merci. Avant que vous répondiez, on va prendre les 3 questions et après vous répondrez. Donc il y a 2 questions devant et on prendra les 2 autres après, comme ça vous... Allez-y, madame. Yacine Fall, représentante résidente de la Banque africaine de développement au Maroc. Et vous parlez de cette question d'évolution du système et des acteurs financiers. Et comme exemple, je peux citer l'assistance que la banque est en train d'apporter au Maroc, qui arrive à sa 3e étape. Nous appuyons le Maroc dans l'évolution de son système financier. C'est vrai que nous sommes à la 3e étape en une période de 10-15 ans de restructuration de la réglementation financière du système financier au Maroc, qui montre que que parvenir à adapter le système et les services financiers aux besoins et à leur évolution n'est pas quelque chose qui se fait dans une période très courte. Nous sommes encore en train d'appuyer le Maroc qui est en train de réformer son code monétaire, de réformer, de créer aussi des pôles d'éducation financière qui va toucher tous les acteurs, à la fois la question de la culture de l'épargne, à la fois la culture de l'investissement, mais aussi au niveau des acteurs institutionnels. Il y a encore du travail à faire en termes d'adaptation aux besoins existants. Et bien entendu, la création et l'évolution de Casa Finance City est un exemple de maturité. Et je voudrais aussi parler de la question des partenariats qui sont noués. On est en train de parler aujourd'hui, je pense que Gabriel Fall va pouvoir le mentionner, la possibilité d'association entre différentes bourses au niveau intra- et interrégional. Merci. Ma question s'adresse à M. Wabi. Parce que tout à l'heure, quand M. Fall a fini de parler, il a dit que c'était dommage que l'État utilise les fonds levés dans le cadre des emprunts obligataires pour profiler la dette publique et notamment la dette intérieure. Je pense que la gestion d'un État et notamment la gestion de nos pays, c'est des questions de réalité quotidienne. Lorsque l'État a un stock assez important de dette intérieure, est-ce qu'il pense que c'est dommage de rembourser ces dettes-là pour permettre à l'activité interne d'avoir un souffle? Et puis deuxièmement, si la finalité, j'ai bien compris peut-être ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il faut rester orthodoxe, mais on ne peut pas faire de l'orthodoxie en matière sociale. C'est-à-dire quand on est dans les réalités, le premier réflexe d'un dirigeant, à mon avis, c'est d'éviter d'abord le désordre qui peut naître d'une application trop rigoureuse des principes. Et lorsque nous, on arrive à une certaine accalmie, en ce moment-là, on peut revenir au principe. Donc, en quelque sorte, est-ce que c'est condamnable de faire des entorses à l'orthodoxie en matière de gestion de finances publiques pour avoir une situation sociale gérable et revenir à une orthodoxie financière?
On va prendre 2 questions et les panélistes répondront. Bonjour, Jawad Fassiferi, avocat au barreau de Paris. Je voulais revenir sur le sujet qui a été évoqué de la façon d'attirer des capitaux privés sur la région africaine subsaharienne. Et je vous ai entendu parler de différents instruments financiers à offrir dans les possibilités d'investissement, sur la question de la liquidité des investissements et de la rapidité de la liquidité et des montants par rapport aux économies locales. Mais je ne vous ai pas entendu parler de la question du contrôle des changes qui vient mécaniquement ralentir la fluidité des investissements et des désinvestissements. Voilà, merci. Alors, bonjour tout le monde, bonjour messieurs. Alors, je me présente, c'est Awina Aziz, je suis en 3e année SK École de Management sur Casablanca. Donc, je vous remercie énormément pour votre partage. Il nous a éclairé beaucoup de choses, surtout sur notre cher continent africain. Et donc, moi, je vais intervenir avec 2 casquettes. La première, c'est l'étudiante et la deuxième, c'est l'entrepreneur. Alors, sur le plan étudiante, alors, messieurs, depuis tout à l'heure, vous avez posé la question. Est-ce que le marché africain est un marché attirant et porteur? Monsieur, permettez-moi de vous dire, parce que c'est normal. C'est normal qu'il est attirant et il est porteur, mais pas au long terme pour les Africains. Donc, ma vision personnelle des choses, c'est que pourquoi à chaque fois on a tendance à faire appel aux organisations financières internationales et surtout européennes pour nous financer? Monsieur, rassurez-moi s'il vous plaît, est-ce que nos pays africains ne peuvent pas faire un jour un rassemblement pour avoir une organisation africaine pour... Oui, certes, on est petit, mais ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on va toujours faire appel aux autres. En fait, l'Inde ou bien la Chine, ils sont développés, mais pas grâce à l'international, pas grâce à l'appel qu'ils font à l'international. Ils n'ont pas appelé les États-Unis ou l'Europe pour l'aider à son développement. Excusez-moi si mes remarques sont très basiques, mais voilà, c'est ma vision des choses en tant qu'étudiante. Alors, ma deuxième casquette avec l'entrepreneur, le marché africain m'intéresse énormément. Donc, si vous permettez, j'aimerais bien avoir beaucoup d'indices, à part le rapport qu'on a toujours eu dans nos programmes aux écoles, c'est Doing Business. Alors, le Doing Business ne reflète pas vraiment la réalité de l'économie de chaque pays. Alors voilà, je suis vraiment très intéressée par le marché africain et les opportunités sur ce marché. Merci beaucoup. Merci bien. Je pense qu'on a une palette de questions. Et je vais commencer par M. Fall. Je vais commencer par M. Fall, sur lequel donc se concentre l'ensemble des questions. Sauf bien sûr celle de M. Zigueli, que je me ferai fort de reprendre. et bien sûr, si vous avez des contributions par rapport vous êtes le bienvenu. Bon, répondez à mademoiselle, comme c'est... Oui, allez-y tout de suite. On va laisser souffler M. Fall quelques instants. Bonjour mademoiselle. Je vais essayer de répondre à votre question qui a plusieurs facettes, qui est tout à fait légitime. Et pour revenir un peu sur ce que j'ai dit, il s'agit justement d'offrir aux intervenants économiques en Afrique des outils et des instruments financiers un peu plus sophistiqués. Je n'ai pas dit qu'il s'agit d'offrir que de l'argent, non, c'est justement mettre en place les moyens techniques, financiers pour utiliser l'argent qui est en Afrique. Parce que je tiens à vous rassurer, messieurs, dames, il y a largement assez d'argent en Afrique pour financer une grande partie de nos besoins d'infrastructures et autres du continent. Cependant, il faut pouvoir fédérer ces fonds, il faut pouvoir les organiser, les distribuer et tout. Donc le problème majeur, initial, est d'abord les instruments financiers. Par ailleurs,
l'attractivité de l'Afrique, je vous rassure aussi, je pense que vous le savez aussi bien que nous tous, entre le taux de croissance, la faible concurrence, l'upside dans tous les domaines économiques, oui, on est tous très optimistes pour l'Afrique, mais ensuite, il y a 2-3 facteurs qu'on ne peut pas ignorer. D'abord, le facteur temps est incompressible. Le facteur temps est même essentiel dans l'évolution d'une mentalité des acteurs économiques. À savoir, comme l'a dit mon collègue ici, panéliste, en Afrique de l'Ouest, ils ont une approche plus patrimoniale de l'investissement, même boursier. Tandis que vous allez dans des marchés comme le Nigeria, qui sont beaucoup plus structurés, mais qui sont aussi beaucoup plus anciens dans cette activité, c'est beaucoup plus dynamique. Donc, attendre que aussi les acteurs économiques soient prêts et dans leur mentalité, dans leur approche, à utiliser ces instruments. Donc, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Ensuite, il y a la question de la masse critique ou de la taille critique. Le Nigeria, c'est 160 millions d'habitants. Ils ont de facto, instantanément, une taille critique suffisante pour faire énormément de choses. Je veux dire, c'est plus que toute la population de l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous voyez, il y a encore des étapes à passer progressivement, mais on reste tous, je pense que je peux parler au nom de mes collègues panélistes, très optimistes sur l'Afrique. Et je vous dis, oui, il y a énormément d'argent en Afrique, mais il faut pouvoir le fédérer. Ensuite, dernière statistique, pour finir, j'ai dit tout à l'heure, il y a, je pense, globalement, je ne crois pas me tromper, moins de 20% de taux de bancarisation de la population africaine. Donc tout ça, ce sont des étapes à franchir, je dirais, j'ai failli dire des écueils, mais je dirais des étapes à franchir pour rester positif. Mais nous sommes absolument dans la bonne voie. J'espère que j'ai répondu à votre question. Monsieur Fall, l'adaptabilité des réglementations bancaires et financières aux besoins des acteurs économiques. Vous exigez un niveau de capital pour l'entrée en bourse, vous exigez un niveau de pourcentage du capital à mettre en bourse, la problématique monétaire aussi, le taux nominal des actions que vous demandez par rapport aux besoins des populations africaines. Donc, comment on peut faire évoluer la banque pour trouver des solutions de financement de grands projets africains? La bourse, pardon. Je vous remercie. Je vais d'abord parler donc, des PME, puisque c'est la question qui se pose. D'abord, je voudrais chasser une idée qui est assez répandue, mais qui est malheureusement, enfin qui est heureusement fausse, qui est le fait du niveau des exigences. Nous sommes en train de mettre en place un 3e compartiment à la BRVM spécialisé pour les PME, mais rien que le 2e compartiment demande 200 millions de francs CFA de capitalisation boursière minimum. 200 millions de francs CFA de capitalisation boursière minimum, si on prend, disons, un taux de capitalisation réelle par rapport à une capitalisation boursière, on tombe aux alentours de 20 millions de francs CFA, c'est-à-dire 40 000 $. Donc une entreprise qui a 40 000 $ de capital a la possibilité de se faire coter à la BRVM, ce qui est un montant, vous l'admettrez, qui est quand même relativement modeste. Alors, le problème des PME, il est un peu partout le même. C'est-à-dire que vous avez, je dirais, une exigence macroéconomique qui voudrait que tout entrepreneuriat trouve son financement. C'est-à-dire, et comme l'entrepreneuriat le plus massif, c'est l'entrepreneuriat des PME, donc toutes les PME devraient pouvoir trouver du financement. Donc c'est ça la problématique, elle se pose en Afrique subsaharienne, mais elle se pose aussi dans beaucoup d'autres pays. Le problème, c'est que quand nous avons, nous, régulateurs, un devoir de protection de l'épargne publique. Je veux dire qu'à partir du moment où les fonds que vous prêtez sont des fonds qui sont en fait déposés ou investis par des investisseurs particuliers, etc., on a un devoir de les protéger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accorder du crédit de manière quasiment aveugle à tout le monde. Donc le prêteur, il est devant un dilemme
microéconomique. Il est en face d'un entrepreneur en se disant, est-ce que je peux faire confiance à cet entrepreneur sur sa capacité et sa volonté de rembourser donc le crédit que je lui accorde. Et ça ne peut pas être, si vous voulez, généralisé dans un contexte macroéconomique. C'est forcément une décision microéconomique. Et chacun, à ce moment-là, est en face donc de ses responsabilités, qui sont des responsabilités, je dirais, professionnelles de notre métier. Donc les choses, de ce point de vue-là, ne peuvent pas être forcément différentes de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors, il y avait aussi une question sur le contrôle des changes. Voilà. Alors, en matière de contrôle des changes, c'est clair. Lorsque vous investissez, donc notamment dans des valeurs mobilières en Afrique, dans la zone du MOA, donc votre investissement est déclaré à sa rentrée et la sortie donc de ces capitaux-là est automatique en ce qui concerne les valeurs mobilières. En ce qui concerne l'investissement direct étranger, bien entendu, le projet a besoin d'être agréé donc, au Code des investissements. Et dans ce cadre-là, donc, au moment où vous payez vos dividendes ou vous rapatriez votre capital, à ce moment-là, vous faites régulièrement donc, des demandes d'autorisation donc, de sortie des capitaux, qui, quelquefois, vous allez avoir 2 semaines de retard entre votre demande et l'acceptation, 2 mois, 3 mois. Il y aura certainement des retards, mais d'une manière générale, et dans les principes et dans la pratique, donc vous serez autorisé à rapatrier vos capitaux et le fruit de vos capitaux, c'est-à-dire donc vos dividendes, sans problème majeur, quoi. Alors, j'allais répondre à la charmante demoiselle qui demandait qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme opportunité. J'ai eu la chance hier de faire la route entre Marrakech et Rabat. Et bien entendu, j'en ai profité pour regarder un peu le tissu industriel, un peu les choses. Et j'ai vu beaucoup de PME qui opèrent dans la transformation des produits alimentaires, des choses comme ça. Et nous n'en avons pas tellement. Et donc, c'est un des secteurs qui pourrait avancer. L'agro-industrie, chez nous, elle est soit très importante, soit inexistante. Et donc, il y a peut-être là un créneau, un savoir-faire qui existe ici au Maroc, qui pourrait être d'un apport très positif en Afrique subsaharienne. Je vous remercie. Que moins de 5 minutes. Pour répondre à M. Martin Ziguélé et pour rappeler l'orthodoxie, c'est que l'intérêt pour nos pays d'intervenir sur le marché financier, c'est de pouvoir financer des projets de long terme. Mais quand le marché financier est rendu, on raréfie les ressources sur le marché financier et qu'on l'utilise pour des opérations de profilage, on crée une raréfaction donc, de ressources. Et on ne permet pas donc l'usage que devrait avoir, donc, on ne permet pas donc que le marché financier puisse aboutir à son usage. Et c'est aussi l'intérêt que portent les pays au marché financier prouve que si nous savons développer des projets, c'est-à-dire tous nos projets d'infrastructures, de routes, de ports, d'aéroports, de barrages, si on sait les mettre à l'intérieur d'un bon véhicule, le marché financier répond automatiquement. Vous voyez en Côte d'Ivoire, le fer, ils ont levé 150 milliards de francs CFA. Parce qu'il y a un projet derrière et que l'acteur économique qui vient pour déposer son argent, il se dit l'utilisation va être faite convenablement et le projet va entraîner donc de la croissance. Et moi, donc c'est auto-entretenu. Mais si on prend chaque année, chaque année on émet des obligations, ensuite on émet d'autres obligations pour rembourser ces mêmes obligations, et à la fin, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est une solution, mais elle doit être bien utilisée par les pays pour qu'elle finance réellement le développement. Je vais laisser un dernier mot à M. Juvet, qui voulait répondre donc et contribuer donc aux questions. Vous me donnez la redoutable tâche de conclure. Non, mais je vais être très court. Je voulais d'abord, à mon tour, faire un compliment à mademoiselle.
parce que votre discours m'a fait penser au discours du président Obama. C'est sympa, hein qui disait « L'avenir de l'Afrique appartient aux Africains ». Et vous exprimiez simplement ce sentiment en disant « Mais bon sang, n'est-il pas possible de se reposer que sur ses propres forces ?» Oui, mais parce qu'effectivement, toute l'histoire du développement économique montre qu'il faut aussi des capitaux étrangers venir s'investir et que c'est comme ça qu'on développe un pays, principalement dans les investissements directs et pas forcément dans les mouvements de capitaux liés aux opérations boursières. Ceci dit, et c'est pour ça, et ça fait un lien avec une des questions, qui est le contrôle des capitaux. Quand on laisse venir des capitaux étrangers pour l'investissement direct, pas de problème, mais c'est vrai, quand on fait laisse venir des capitaux flottants, on s'expose, s'il n'y a pas de contrôle et de régulation sur ces capitaux, à des déstabilisations potentielles sur la monnaie du pays ou sur les taux d'intérêt locaux. Donc là aussi, il faut de la liberté, de la concurrence et du contrôle. Et puis, dans votre dernier point, vous disiez, n'y a-t-il pas moyen de se fédérer, vieux rêve africain, mais n'empêche que, oui, se fédérer, mais surtout développer la compétition interne à l'Afrique, et chaque pays a des avantages comparatifs, et c'est là-dessus qu'il faut se reposer. Et puis, dernier point, pour finir sur une note humoristique, Monsieur Zingolé, en vous écoutant, en ne vous regardant pas, j'ai cru entendre François Hollande en l'espace d'une seconde. Puisque vous faisiez allusion à toute cette orthodoxie du contrôle des déficits budgétaires et de laisser lâcher un peu la bride quand les choses sociales se détériorent. Évidemment que d'un point de vue d'investisseurs étrangers, on est sensible à ces éléments. Il y a aussi de l'intelligence des investisseurs qui se disent c'est vrai, ce pays va lâcher la bride pour aller mieux, mais attention, parce que lâcher la bride une fois signifie qu'on va la lâcher la bride une deuxième fois, et ensuite l'investisseur étranger se dira bah non merci, voilà. En tout cas, mesdames et messieurs les panélistes, merci et bon après-midi à tous.